Bonjour à tous, c'est Lucie Pacro. Bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos histoires les plus surprenantes. Le podcast revient pour cette 5e saison, alors tenez-vous prêts, nous embarquons pour 7 histoires en mer qui vous feront naviguer des mers les plus nordiques aux mers du Sud, à travers les glaces jusqu'aux îles caribéennes, bravant des tempêtes, des naufrages ou encore des départs de feu en bateau à voile. Bateau-stoppeurs, régatiers, skippers, navigateurs occasionnels et vrais passionnés, je vous propose de découvrir ces 7 récits d'aventure où ces femmes et ces hommes nous partagent leur goût pour le large. Aucune expérience requise, installez-vous confortablement et laissez-vous porter par le bruit des vagues. Dans cet épisode, nous embarquons avec Marie et mettons le cap sur 2 océans. Le Pacifique, où Marie fera sa première longue expérience en mer, puis l'Atlantique, après avoir traversé le tumultueux golfe de Gascogne. De bateau-stoppeuse à capitaine, Marie poursuit son aventure avec son lot de frayeurs et de découvertes. Au-delà de la navigation, dans son laboratoire flottant, comme elle l'appelle, Marie souhaite avant tout transmettre. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté de témoigner pour le podcast Retour à l'instant T. Je suis trop contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, tu as plein d'aventures en mer à nous raconter et franchement, j'ai trop hâte que tu partages cette aventure que tu vis en ce moment avec les auditeurs. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, te présenter en quelques mots ? Donc du coup, moi je m'appelle Marie Descoubes, j'ai maintenant 27 ans et il y a à peu près 4 ans maintenant, j'ai découvert en fait le monde de la voile un peu par hasard. En fait, ça s'est fait concrètement par le bateau stop. J'ai découvert ça parce que je me suis retrouvée un peu coincée. C'était pendant l'époque du Covid, donc je me suis retrouvée coincée en Amérique latine. Au début, je devais faire le voyage en sac à dos seulement par la terre, descendre du Costa Rica jusqu'en Argentine et au final, je me suis retrouvée bloquée au Panama. Donc j'ai découvert un peu comme ça le monde de la voile et ça, par la suite, en fait, ça a entraîné beaucoup de choses qui fait que maintenant, voilà, je suis sur un bateau avec une association et plein de choses qui ont beaucoup changé dans ma vie grâce à ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus en détail de cette expérience au Panama ? Qu'est-ce qui t'a amené là-bas ? Qu'est-ce qui s'est passé et comment ça t'a amené à découvrir la voile du coup ? Alors en fait, donc avant de partir à l'étranger, donc je travaillais dans la grande distribution, donc vraiment depuis quelques années maintenant. J'avais un boulot très tranquille, oui, très tranquille. C'était, en tout cas, j'aimais bien mon travail, mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu cette conscience un peu écologique et du fait de fabriquer soi-même. J'ai toujours aimé faire des cosmétiques, faire des choses un peu des vêtements et tout ça. Et là, je me retrouvais plus trop dans mon métier de tous les jours. Et ça faisait quelques mois, quelques années que j'avais l'idée qui me trottait dans la tête de partir à l'étranger en sac à dos dans des fermes ou dans des associations locales, en fait, pour essayer de renouer un peu avec le faire soi-même et surtout avec les traditions que moi, je trouvais qu'en France, on oubliait un petit peu. C'est-à-dire que je trouvais que je travaillais dans la grande distribution, mais je me disais, si un jour, ces magasins-là, ils ferment, et bien malheureusement, en fait, on ne saura plus se débrouiller pour fabriquer soi-même ce qu'on vend maintenant dans ces magasins. Et du coup, je me disais, c'est pas logique en fait ma pensée et ce que je fais dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai décidé de démissionner. Malheureusement, c'est tombé pendant le Covid. Donc, j'ai quand même réussi à partir après avoir décalé de quelques mois quand même le départ. Mais au début, donc je suis je suis arrivée au Costa Rica et donc je suis restée quelques mois au Costa Rica dans des fermes, dans des associations de protection de l'environnement, surtout de l'eau. Et ensuite, je me suis fait un peu rattraper par le Covid, on va dire. Donc, je me suis retrouvée coincée un peu par les frontières puisque je voulais plus prendre l'avion. Je m'étais dit, OK, j'ai pris l'avion une fois, mais maintenant, le but, c'est de continuer par la terre, donc de passer les frontières terrestres. Et en fait, je me suis retrouvée coincée un petit peu comme ça par les frontières. Donc, j'ai quand même pu aller au Nicaragua qui était ouvert, pays que j'ai adoré, vraiment, qui était magnifique. Et ensuite, j'ai réussi à aller au Panama. Mais là, au Panama, l'aventure s'est arrêtée là puisque pour continuer jusqu'en Colombie, il n'y avait aucune frontière. Déjà, de base, il n'y a pas de frontière en fait vraiment terrestre puisque c'est un peu le passage de la drogue entre le Panama et la Colombie.
Mais il n'y avait pas non plus d'avion à ce moment-là et ils commençaient à mettre toutes les restrictions en Amérique latine sur les hôtels, les quarantaines et tout ça. Donc, ça devenait vraiment compliqué. Donc là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Soit je dois rentrer en France et je me fais rapatrier, mais ça faisait que 7 ou 8 mois que j'étais partie et j'avais vraiment pas encore, je m'étais pas encore retrouvée moi-même et dans mes valeurs. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et en fait, quelques mois juste avant de partir à l'étranger, eh bien, avec un collègue de mon travail, il m'a proposé de faire de la voile, puisque moi je suis de La Rochelle, une ville qui est vraiment sur la côte atlantique. Donc il y a tout le monde qui fait du bateau, sauf moi. J'étais jamais montée sur un bateau de ma vie. J'en ai jamais fait à l'école, j'avais jamais d'amis, ma famille non plus n'est jamais montée sur des bateaux. Donc je connaissais pas du tout ce domaine-là et en discutant dans la salle de pause avec mon collègue, il m'a proposé, je lui ai dit, c'est dommage quand même, je suis jamais montée sur un bateau et je vais peut-être partir de La Rochelle et jamais revenir. Et en fait, j'aurais jamais découvert ce monde-là qui fait partie en fait de ma ville et du coup de l'histoire un peu de ma ville, quoi. Et il m'a dit, bah moi si tu veux j'ai un bateau, un petit bateau, donc je navigue tout seul. Alors si tu veux viens avec moi et on fait une sortie ensemble et comme ça au moins tu pourras découvrir ça. Donc c'est parti, on est parti faire une première sortie tous les deux. Franchement, c'était génial. Il s'appelle Philippe, donc alias Fifi, je l'appelle. Ça a vraiment trop matché. C'est un super bon prof. Il m'a tout montré tout de suite, très calmement, enfin vraiment avec passion. Et franchement, dès la première sortie, je me suis dit, ok, c'est vraiment génial et j'ai envie de recommencer. Et donc du coup, pendant, je crois, les 2 derniers mois avant que je m'en aille, on a dû faire 4-5 sorties en mer à la journée, donc pas beaucoup de sorties, mais vraiment des petites sorties, voilà, pour le plaisir, où on essayait des choses tous les deux. Il m'avait prêté un livre sur la navigation, que j'ai dévoré, je crois, en 2 jours, et à chaque fois qu'on faisait une nouvelle sortie, je disais, ah, ça, j'ai pas vu et tout, on n'a pas essayé, puis ça non plus, je connais pas. Il m'a dit, ok, bah vas-y, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, on va essayer. Donc on faisait plein de tests, on faisait des ronds dans l'eau, comme on appelle dans le jargon de la voile. On faisait un peu des ronds dans l'eau pour tester les voiles, faire des essais d'hommes à la mer, tout ça. Et donc, arrivé en Amérique latine, c'est vrai que j'en avais pas refait du bateau, j'étais pas remontée sur un bateau, et j'avoue que ça commençait à me manquer un peu, le fait d'être sur des bateaux. Et là, au Panama, il y avait plein de bateaux, parce que c'est vraiment une zone où aussi bien du côté atlantique que pacifique, il y a beaucoup de bateaux. Et donc, je me suis dit, bon, qui ne tente rien n'a rien, vu que le seul moyen de sortir à ce moment-là, c'était de partir par bateau, par la mer, je me suis dit, je teste de mettre un message sur les pages un peu de Facebook de co-navigation et on verra bien ce que ça donne. Et si je trouve rien, je rentrerai en France. Et en fait, il s'est trouvé que je suis tombée pile poil à la période des Transpacifiques. Et vu que c'était pendant le Covid, il y avait pas beaucoup d'équipiers disponibles à ce moment-là, donc il y avait beaucoup de gens qui cherchaient en fait des Transpacifiques, en tout cas des équipiers. Donc j'ai mis l'annonce. J'ai dit que j'avais quelques bases de navigation, mais que j'avais quand même beaucoup de choses à apprendre encore, mais que en tout cas j'étais à l'aise à bord d'un bateau. J'avais pas le mal de mer, en tout cas des navigations que j'avais fait, et voilà quoi. Et j'ai eu trop de chance. J'ai eu 3 demandes de bateaux qui cherchaient des équipiers. Et donc les 2 premières, en fait, ça allait pas parce que c'était trop tôt pour moi dans le voyage. Je venais juste d'arriver au Panama et moi j'avais besoin un peu de visiter et tout ça. J'étais dans une ferme et tout. Et la 3e, ça s'est trouvé la bonne. Ils partaient dans 2 mois, donc c'était parfait pour moi. Donc j'ai rencontré Marc et Isabelle, qui étaient un couple de Belges, qui m'ont emmené sur leur bateau. Donc pendant 1 mois, en fait, on a fait des travaux et un peu préparation du bateau pour le départ, parce qu'il y a quand même... c'est quand même 6 à 8 semaines en mer, donc il fallait quand même prévoir un peu la nourriture, l'entretien du bateau, préparer le départ, tout ça. Donc on est resté 1 mois, le bateau était déjà côté Pacifique, donc on a préparé pendant 1 mois le Pacifique, et ensuite on est partis tous les 3. Ça a été un peu compliqué, j'avoue. Maintenant, avec le recul, je pense que j'aurais pas fait pareil, puisque je pense que j'étais trop jeune, enfin pas trop jeune, mais j'avais pas assez d'expérience en fait pour m'engager sur une Transpacifique comme ça, sans vraiment avoir des grosses bases. Le bateau sur lequel j'avais navigué en France, c'était un bateau de 7 mètres. Là, c'était un catamaran de 42 pieds, donc ça fait 10 mètres, donc c'est pas pareil. Enfin, même 11 mètres, donc c'est pas pareil quand même. Et surtout avec le capitaine, voilà, ça s'est pas très bien passé non plus. Ça a été très compliqué parce qu'il pensait que j'avais des capacités que concrètement j'avais pas. Et aussi, voilà, je pense qu'en fait j'aurais dû en fait faire des premières navigations avant avec lui pour voir comment il réagissait en mer, parce qu'il réagissait, c'était vraiment pas du tout la même personne sur terre et en mer. Donc moi, ça a été très compliqué niveau mental,
puisque c'était voilà, j'ai dû beaucoup prendre sur moi. Il était très stressé en mer, il nous disputait tout le temps pour tout, même pour les choses qu'on faisait pas en fait, que lui touchait. Donc c'était vraiment une très mauvaise atmosphère à bord. Donc j'ai vraiment dû apprendre à prendre sur moi, à relativiser, positiver. Et aussi voir un peu le bon côté des choses en mer quand on se retrouve tout seul à trois sur un catamaran au milieu de nulle part. Et surtout que la première période, on appelle ça le poteau noir, c'est la zone en fait entre le Panama et les Galapagos. C'est une zone qui est très dure à naviguer, il y a beaucoup de vent, beaucoup de houle, de la houle qui est très forte, qui est pas très à l'aise en fait pour naviguer. Il y a beaucoup d'orages et là nous on est parti en plus au mois d'août, donc c'était la saison des orages, donc ça a été un peu compliqué quand même, ça a été très dur. Je crois qu'on a mis 10 jours, 11 jours de mémoire. Ça a quand même été très compliqué là-dessus, puisque la femme de Marc avait le mal de mer, donc on a dû quand même se relayer souvent à deux. Et surtout, moi, je me suis inquiétée pour elle, puisqu'elle avait tellement le mal de mer qu'elle pouvait plus trop sortir du lit, en fait. Donc on s'est vraiment inquiété, donc on a dû faire un stop au Galapagos, qui n'était pas forcément prévu au début. Mais au final, on a fait ce stop. Bon, les Galapagos, j'ai un peu un avis mitigé là-dessus parce que c'est vraiment... c'était pendant le Covid, alors je pense que c'était peut-être différent, mais pendant le Covid, en tout cas, ça a été compliqué d'arriver aux Galapagos, de faire l'entrée avec le bateau. Ils n'ont pas voulu de nous, ils nous ont refusé. Après, ils nous ont accepté, mais on a dû payer, je crois, 2000 ou 3000 dollars. Ils ont fouillé tout le bateau, la coque, pour voir si on n'avait rien emmené. Ça a été quand même assez spécial. Mais bon, donc on a pu rester 4 jours et je crois qu'au bout de 4 jours, ils nous ont virés. Donc ça a un peu été, bon. On n'a pas eu trop le temps de se remettre de notre épisode assez catastrophique du poteau noir. Mais c'est pas grave, on est parti quand même après. Et là, ouais, quand même, on a mis 38 jours des Galapagos jusqu'aux îles des Marquises. Donc c'est les premières îles en fait qu'on touche de la Polynésie française. Et voilà, en fait, ça s'est mal passé en soi, mais juste sur le plan mental par rapport au capitaine. Mais malgré ça, en fait, j'ai quand même adoré l'expérience et vraiment le fait de me retrouver au milieu de nulle part pendant 1 mois, vraiment, ça a été une expérience qui m'a fait tellement réfléchir à plein de choses, tellement remettre en question plein de choses dans ma vie, dans ce que j'avais envie de faire et tout ça. Je savais pas encore. Là, j'étais en congé sans solde, donc je savais pas encore si je voulais démissionner ou revenir. Mais là, ça a répondu à toutes mes questions. Je me suis dit, ok, bon, voilà, je prends plein de décisions dans ma vie. Et même, c'était tellement beau. Enfin, malgré ce qui s'est passé, bon, il y a quand même eu des super bons moments tous les trois. Enfin, c'était pas juste, il y a eu des moments où c'était dur, mais il y a d'autres moments où c'était génial. On rigolait tous les trois. C'était vraiment des moments super intéressants et moi, j'ai adoré. Et du coup, voilà, quand on est arrivé, quand on a jeté l'ancre, je me suis dit, waouh, on arrive déjà, alors que ça faisait 6 semaines qu'on était en mer. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je continue en tout cas à naviguer. En tout cas, j'ai envie de continuer à naviguer. Donc, je m'étais dit que l'idée, c'était quand même de rentrer prochainement en France. Donc, je me suis dit, bon, je me laisse encore à peu près 1 an et demi en Polynésie pour naviguer avec d'autres bateaux. Et comme ça, je rentre jusqu'à Tahiti et je rentre après pour trouver un autre projet, puisque là, ça faisait déjà 1 an que j'étais dans les projets des autres, dans les fermes, les associations des autres. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est très bien le voyage en sac à dos, c'est génial d'être chez les autres, mais en fait, au bout d'un moment, quand on commence à grandir et à se construire dans le voyage, on commence à avoir envie d'avoir son propre projet, que ce soit en France ou à l'étranger. En fait, enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je commençais à avoir envie d'avoir mon chez-moi ou au moins mon projet, en fait. Plus que mon sac à dos, ce soit ma maison et tout le temps être dans le projet des autres, parce que c'est super enrichissant, mais c'est très émotivement, ça épuise beaucoup parce qu'on est tout le temps en train de rencontrer du monde, tout le temps en train d'échanger et tout ça. Donc c'est super, mais en tout cas pour moi intense seulement. Là, au bout d'un an déjà, je me disais ok, là il faut que je me pose un peu. Donc heureusement en Polynésie, j'ai réussi à me poser pendant 1 an et demi. J'ai trouvé des super capitaines, vraiment que ce soit des couples ou du coup des hommes, parce qu'il n'y avait pas de capitaine femme. J'ai pas trouvé de capitaine femme, mais soit des hommes tout seuls avec leur fils par exemple, ou sinon des couples. Je suis tombée sur des gens, mais vraiment les meilleures personnes qu'on peut rencontrer à ce moment-là dans le voyage où je suis en pleine remise en question. C'était des gens qui m'ont tout appris, enfin qui m'ont vraiment motivée à mettre déjà mes idées au clair, parce que je commençais à avoir un peu l'idée en fait de ce projet de l'association et du bateau, mais je savais pas trop comment l'articuler. J'avais plein d'idées qui étaient un peu disparates et voilà, ça partait un peu dans tous les sens. Donc il fallait que j'arrive à créer un projet vraiment fiable. Et donc en fait chaque fois que je rencontrais un nouveau capitaine, il m'aidait à mettre un peu plus au clair, on va dire, ce projet.
Donc ça a été génial. Et en plus de ça, ils m'ont appris à naviguer vraiment... trop bien. Chacun avait des techniques différentes pour naviguer. Donc, j'ai pu apprendre plein de techniques différentes pour naviguer. Après, ils me faisaient super confiance. Enfin, c'était trop génial. Ils rentraient en France. Ils me laissaient le bateau. Donc, je gardais le bateau en Polynésie. Je naviguais pas avec, mais je vivais dessus. Et ça, c'était génial. Ils m'ont vraiment fait confiance à 100%, alors que je les connaissais pas. Et ça, vraiment, je les remercie pour ça, parce que c'est ça aussi qui m'a fait aimer encore plus le bateau. En fait, c'est cette entraide qu'il y a, je trouve, très solidaire dans le bateau, dans l'échange, toujours vouloir aider en fait les autres qui sont dans le bateau, parce que ça reste quand même un endroit très spécial, un bateau, et on se rend compte qu'en fait c'est un tout petit monde et on est tous là à s'aider les uns les autres, et ça c'est vraiment génial. Donc voilà, donc j'ai navigué encore pendant 1 an et demi à peu près dans les îles de Polynésie, et après à la fin, vraiment le dernier bateau sur lequel j'ai été, moi, je devais rester 2 semaines, je crois, je suis restée 2 mois, ça s'est trop bien passé. Donc ça a été le dernier bateau, il m'a emmené jusqu'à Tahiti, là où j'avais mon avion, et ce dernier capitaine, il s'appelait Philippe aussi, comme le premier, et c'était aussi un super capitaine. Donc je crois que si on rencontre un Philippe qui fait de la voile, c'est un bon capitaine. Et en fait, ça a vraiment été l'élément déclencheur. Et en gros, quand je suis arrivée dans l'avion, je me suis dit, ok, je sais ce que je veux faire, je rentre en France, j'achète un bateau, je le rénove avec le projet de l'association que j'avais maintenant en tête. Et donc, je suis rentrée à La Rochelle. Et donc là, en gros, je me suis laissée en fait 1 an pour donc refaire un peu d'argent, parce que j'avais quand même presque tout dépensé à l'étranger, mais pas tant que ça au final, vu que j'étais dans des fermes et tout ça, vraiment ça allait. Mais trouver un bateau en moins d'1 an, le rénover. Je voulais commencer aussi les ateliers de l'association, parce que le but de l'association, en fait, c'était vraiment de rester sur cette base du faire soi-même. Et donc, je me suis dit, le truc, c'est que je trouve que on perd maintenant aujourd'hui toutes les recettes un peu qu'on savait faire avant, que nos grands-mères savaient faire ou que nous-mêmes on savait faire. Toutes ces connaissances, elles se perdent un peu. Et le but de l'asso, c'est vraiment de retrouver, de pas oublier en tout cas, et de repartager toutes les recettes qui existent dans le faire soi-même. Donc vraiment, ça va être dans les produits d'entretien, produits ménagers, cosmétiques, tout ce qui est médecine traditionnelle. Et le but, c'est vraiment de recréer un peu un dictionnaire du faire soi-même avec toutes les recettes qu'on peut retrouver aussi bien en France qu'à l'étranger, pour pouvoir ensuite les partager à tous, et donc montrer que c'est facile de fabriquer, c'est pas compliqué, ça coûte pas cher, et surtout c'est écologique, quoi. Le fil conducteur de mon voyage, c'était le partage, de pouvoir partager au plus de gens possible tout ce qu'on pouvait faire. Donc ça me paraissait un peu logique pour moi de faire une association, parce que je voulais pas qu'il y ait d'argent derrière, en fait. Je voulais vraiment montrer qu'on peut se détacher de ça et qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. On peut aussi juste retrouver un peu ce qu'on savait faire avant, comme dans le nautisme, de ce que j'ai trouvé un peu dans le monde de la voile, le fait de s'aider les uns les autres, de s'entraider, de partager. C'était vraiment dans cet esprit-là. Et donc je suis rentrée à La Rochelle. J'ai eu de la chance, puisque vraiment dans les 3 premiers mois, j'ai visité 3 bateaux. Les 2 premiers, ça allait pas du tout. J'avais un tout petit budget. Donc vraiment, c'était assez ric-rac comme budget. Et surtout, il fallait un bateau qui soit quand même résistant. Pour quelqu'un qui, comme moi, ça faisait que 2 ans du coup que je naviguais, et j'avais pas forcément énormément d'expérience. Et il me fallait un bateau quand même assez grand pour accueillir des bénévoles, puisque le but, c'était pas que je navigue toute seule, c'était de naviguer avec des bénévoles, des volontaires. Donc je me suis dit, ok, donc j'avais déjà quelques idées en tête, mais bon, trouver un bateau dans mon budget, c'était vraiment compliqué. Et en fait, au bout de 3 mois de recherche, je suis tombée sur une perle rare. Bon, au final, qui était pas tant que ça une perle rare, mais au début, c'était une perle rare. Donc le bateau qui s'appelle maintenant Zia, sur lequel je suis. Et il était à La Rochelle en plus de ça, donc dans ma ville natale, là où je cherchais un bateau, donc c'était vraiment parfait pour moi. Franchement, je suis tombée pas amoureuse, mais voilà, dès que je suis montée dessus, je me suis dit, ok, c'est lui. C'est sûr, c'est lui, il n'y a pas de doute possible. Ultra sécuritaire, le cockpit central, donc c'est-à-dire là où on navigue, comme je cherchais, très robuste, très costaud, très épais, très vieux aussi, il a quand même 60 ans, donc c'était quelque chose à prendre en compte. Je me suis dit, ok, il faut quand même faire gaffe, parce qu'un bateau de 60 ans, c'est peut-être plus forcément fait pour naviguer. Mais vraiment, je me suis sentie bien dans ce bateau, et je me suis dit, il est hyper original, ultra sécuritaire, vraiment voilier de voyage en fait, enfin vraiment voilier qui est fait pour traverser les océans, ça se voit tout de suite. Donc je me suis dit, et dans mon budget, donc je me suis dit, ok, je me lance. Fifi est venue visiter le bateau pour me rassurer, parce que il était là toujours, on est toujours resté en contact après ses premières navigations à La Rochelle.
Donc il est venu visiter, il m'a dit c'est sûr, c'est celui-là, il n'y a pas de doute possible. Donc je l'ai acheté, ça fait bizarre à 24 ans d'acheter, 25 ans, 26 ans, je sais plus, non 25 ans, 24 ans d'acheter un bateau, je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté. Mais voilà, en tout cas, j'ai mis toutes mes économies dedans. Et je me suis dit, bon, bah maintenant, faut le rénover. Il me reste 8 mois. Donc maintenant, faut trouver des partenariats. Parce qu'en fait, le but de la rénovation du bateau, moi, ça me tenait vraiment à cœur, c'était de le rénover avec que des produits d'occasion. Parce que je voulais montrer que on peut, aujourd'hui, avec tout ce qui a déjà été fabriqué dans le monde, continuer en fait à faire des choses et arrêter d'acheter du neuf en fait, montrer qu'on peut arrêter d'acheter du neuf et continuer à traverser les océans avec un bateau qui a 60 ans et en plus de ça rénover avec des produits d'occasion. Donc j'ai commencé à chercher des bénévoles. Donc les premiers forcément ça a été mes amis qui ont été tout de suite là, qui m'ont soutenu à fond dans le projet. Qui sont venus m'aider à démonter le bateau complètement parce qu'il fallait totalement tout refaire en fait, les boiseries intérieures. Donc on a tout démonté le bateau ensemble et ensuite petit à petit c'est le bouche à oreille a un peu marché et surtout je dirais les réseaux sociaux, moi ça m'a beaucoup aidé dans la création de l'association puisque ça a tout de suite fait parler en tout cas une fille sur un ponton qui rénovait un bateau, un vieux gréement avec que des produits d'occasion. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à se déplacer, à venir, qui étaient curieux en fait de venir nous aider. Aussi bien, surtout des jeunes en fait, curieusement, et aussi surtout des femmes. Donc ça, c'était vraiment génial. On n'avait pas forcément de connaissances, mais on s'est mis à chercher sur Internet, sur YouTube, des tutos pour rénover ci et ça, savoir faire le moteur, enfin toutes les lecs, tout ça. J'ai eu aussi des voisins de ponton qui sont venus m'aider comme ça pour refaire l'électricité. J'ai eu un Ludo qui est venu m'aider pendant peut-être 2 mois pour refaire toute l'électricité du bateau. Vraiment, ça a été génial. Et pour trouver les matériaux, du coup, donc Le Bon Coin forcément est devenu mon meilleur ami. Et en fait, on a fait des partenariats avec beaucoup d'entreprises rochelaises qui nous ont aidés à, en fait, tout ce qu'ils devaient jeter ou qui était cassé, qu'ils pouvaient plus vendre, qu'ils voulaient plus vendre ou qui était déjà usé, ils nous les ont donnés. Donc on a récupéré plein de choses comme ça. On a fait aussi tous les vides-greniers à foison dans La Rochelle, les vides-bateaux, tout ça pour essayer de récupérer le plus de matériaux possible. Et j'ai fait aussi forcément des appels pareils sur les réseaux sociaux pour retrouver, pour que les gens puissent, voilà, s'ils avaient des dons sur les bateaux ou des choses qui se servaient plus, moi je pouvais les racheter pas très cher, quoi. Donc ça a vraiment été une grosse partie, on va dire, de l'année à La Rochelle. Donc pendant 8 mois, on a fait des travaux. On a fait des chantiers participatifs puisqu'on a sorti le bateau de l'eau et tout ça. Et à côté de ça, on faisait des ateliers. Donc on a commencé à faire des ateliers de faire soi-même. Donc qui était là à La Rochelle, c'était payant, c'était soit sur don libre, soit avec une petite cotisation pour vraiment aider à lancer l'assaut et tout ça. Et ensuite, au mois de septembre, on a constitué un équipage. Donc il y a Fifi qui était on va dire mon formateur, où son rêve c'était de faire une transatlantique et quand je suis rentrée, ça me paraissait évident de lui proposer de faire une transat avec moi. Donc je lui ai proposé le projet et il m'a dit bah oui, je viens, carrément. Donc il est venu avec moi pendant 1 an, franchement il a été génial. Pendant 1 an il a été avec moi à La Rochelle, tous les week-ends il était là. Alors maintenant il est retraité, mais en fait quand moi je suis partie en voyage, lui il était à la fin, il était presque à la retraite, donc on s'est vraiment rencontrés à la fin dans notre travail. Et donc il a 67 ans maintenant, si je me trompe pas, ou 62 ans, je sais plus. Mais voilà, retraité, qui a toujours la joie de vivre, toujours le sourire, qui est très calme, qui est toujours motivé pour tout en tout cas, et qui croque la vie à pleines dents, on va dire. Donc c'est vraiment c'est une personne à avoir dans sa vie, je pense. C'est une personne à rencontrer et à avoir comme amie dans sa vie. Donc voilà, donc c'est vraiment une chouette personne et c'était son rêve de faire la transat et je me suis dit là, je me verrais pas le faire avec une autre personne qu'avec lui en fait, ça me paraissait vraiment logique. Donc je lui ai proposé et ensuite le reste de l'équipage, ça s'est fait vraiment par les bénévoles en fait qui sont venus au fur et à mesure dans l'association pour nous aider à faire les travaux. Donc on a rencontré Fanny qui est venue avec nous pour faire les chantiers participatifs. On a eu un premier Florian qui est un ami à moi en fait de La Rochelle, qui avait déjà voyagé mais jamais fait du bateau. Donc en fait, il devait pas forcément venir avec nous. Au début, c'était une fille qui s'appelait Anaëlle. C'était, je crois, la première bénévole que je connaissais pas de l'association. Donc maintenant, c'est devenu une amie parce que vraiment, elle a accompagné l'association pour tout, que ce soit niveau administratif que financier, et vraiment mentalement aussi pour la création de l'asso, parce que j'avais jamais monté une association de ma vie. Donc je n'y connaissais rien du tout.
Et en fait, c'est quand même pas facile. Ah, t'as tout appris sur le tas. Ouais, exactement. Et en fait, c'est quand même pas facile de monter une association, donc heureusement qu'elle était là pour m'accompagner. Donc au début, elle devait venir avec nous faire la transatlantique aussi. Et après, on avait un deuxième Florian que j'ai rencontré à un concert à La Rochelle. Et donc au final, qui avait déjà fait une transatlantique. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait une autre personne qui ait déjà navigué parce qu'il y avait que Fifi, moi un petit peu et du coup ce Florian, mais les deux autres non. Donc c'était quand même important qu'il y ait une autre personne. Donc voilà, donc on est parti fin septembre, on est parti un peu tard puisqu'en fait on devait partir début septembre à la base pour la traversée. Mais au final... Vous avez fait une grande fête, non? Voilà, on a fait une grande fête. Il y a eu énormément de monde sur le sur le ponton de la capitainerie à La Rochelle. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, j'avoue j'ai été un peu surprise. Mais en fait il y a eu plein de gens qui sont venus, qui nous suivaient sur les réseaux sociaux et que on n'avait jamais vu en fait. Et moi je pensais pas du tout qu'il y avait autant de gens qui nous suivaient que je connaissais pas. Je pensais qu'il y avait des amis, la famille des amis, voilà, mais c'était tout quoi. Et en fait pas du tout, il y avait plein de gens que j'avais jamais vus qui nous suivaient depuis le début, qui suivaient un peu les aventures et tout ça parce qu'on aimait bien aussi un peu raconter comment on rénove un bateau, un peu les aléas des rénovations d'un vieux bateau quoi. Donc c'était super cool et en fait on est parti et en fait au bout de 3 heures en mer, ça puait l'essence dans le bateau, enfin le diesel dans le bateau et je me suis dit non mais là c'est pas possible, il y a un problème quoi. Je soulève comment ça s'appelle, le canapé pour voir la cuve et là en fait la cuve est fuyée de partout, il y avait du gasoil partout dans le bateau. Oh, je me suis dit on peut pas partir comme ça, c'est pas possible. Du coup au bout de 3 heures obligé de faire demi-tour. Sauf que y avait une tempête qui arrivait. En fait, on devait partir juste avant une micro-dépression qui devait arriver. Et au final, le fait de faire demi-tour, le temps de réparer, ça a pris 2 jours. Donc en fait, on a loupé la fenêtre météo, on appelle ça, c'est-à-dire le moment pour partir. Donc, on s'est un peu retrouvés coincés. Je crois 2 semaines de plus quand même, à attendre qu'il y ait une bonne fenêtre météo. Donc du coup, je recroisais en ville, moi, les gens qui me disaient « t'es pas parti ?» Je disais « non, je suis pas partie. » Au final, on a eu des petits problèmes. Donc je me disais « bon, est-ce qu'on va réussir à partir quand même ?» Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que c'était vraiment tard pour traverser le golfe de Gascogne. On est vraiment parti tard. Et là, plus on reculait, plus potentiellement, il y avait des tempêtes, des dépressions, et ça allait être dur de passer, quoi. Donc heureusement, au bout d'un moment, on s'est dit « ok, il faut y aller maintenant. » Il y avait une micro fenêtre météo. On s'est dit « on y va maintenant. » Au final, on s'est fait taper, enfin vraiment, on a eu je crois les pires conditions pour passer le golfe de Gascogne. On s'est pris une première dépression avec des vagues la première nuit ultra haute, du vent super fort, je crois qu'on a déjà eu en gros du 35 nœuds de vent dès la première nuit alors qu'on n'était pas du tout à mariner. On était tous un peu brassés, pas trop bien, il y avait des vagues énormes. On a dû barrer parce que les autres ils étaient un peu brassés, il y avait que Fifi et moi qui étions vraiment capables de barrer dans les vagues parce que ça s'apprend quand même de barrer dans des vagues et là fallait vraiment bien prendre la vague pour bien naviguer parce que sinon le bateau il pouvait se prendre une vague qui pouvait passer à travers quoi. Donc là on s'est relayé toute la première nuit avec Philippe pour barrer parce qu'on n'a pas de pilote automatique sur le bateau, donc c'est-à-dire qu'on doit tout le temps être à la barre en train de barrer, il faut tout le temps quelqu'un qui dirige le bateau. Donc toute la nuit, on s'est relayé toutes les 2 heures, mais à la fin, moi, j'en pouvais plus. J'étais exténuée, je commençais à avoir d'hallucinations. Je voyais des bateaux de pirates, je voyais chaque vague, c'était genre une montagne. J'avais l'impression qu'on allait se taper la montagne. Enfin, franchement, c'était super dur à la fin. Heureusement, à la fin, il y a du coup Flo qui a pris le relais parce que j'en pouvais plus, quoi. C'était vraiment... j'étais fatiguée, je tombais de fatigue, quoi. Donc première expérience, première nuit très originale, on va dire. Ça nous a tout de suite mis dans le bain. Mais par contre, vraiment, on s'est fait un petit backup, enfin un petit retour avec Philippe après, et en fait on a adoré parce que c'était un peu genre comme renouer avec la mer, parce que du coup ça faisait 1 an moi que j'avais pas navigué vraiment sur de la haute mer, et Fifi c'était la première fois, mais en fait on a adoré barrer là-dedans, c'était génial en fait, être avec les éléments. En plus il y avait la pleine lune, donc on voyait en fait les vagues, et ça avait tellement comme une aura qui était vraiment magnifique autour de nous, que même si c'était dur, et en fait j'ai trouvé ça tellement beau, et Philippe aussi, qu'au final on a adoré ce moment-là quoi. C'était fatigant, c'était dur, mais c'était beau à la fois, donc on a vraiment adoré. Donc première dépression. Ensuite je crois qu'on a eu pétole, donc ça veut dire pas de vent, pendant je crois 2 jours. Ensuite on a eu une autre dépression qui est arrivée. La deuxième dépression, on était en pleine nuit, je crois que c'était Flo qui était à la barre. Fanny est en train de se reposer dans la cabine arrière, et là, il y a Fanny qui ouvre la porte, en furie de la cabine arrière.
qui dit « Il y a le feu, il y a le feu, vite, vite !» Et là, une fumée qui sort de la cabine arrière, mais impressionnant, une fumée, mais comme j'ai jamais vu. Et là, rien que le temps de tourner la tête pour aller chercher les extincteurs, la fumée, elle a envahi tout le bateau. Mais c'était impressionnant comment une fumée sur un bateau, ça envahit tout en l'espace de 10 secondes, quoi. Donc là, vraiment, il faisait nuit, il y avait beaucoup de houle, donc beaucoup de vagues, beaucoup de vent. Et là, je me suis dit, ok, comment... Enfin là, en fait, sur le moment, j'ai pas réfléchi. Vraiment, personne n'a réfléchi, je crois. Mais sur le moment, on a tous voulu réagir très très vite. Et là, je me suis dit, ok. Donc là, dans ma tête, ça a fait ni une ni deux. J'ai été chercher tous les extincteurs. J'ai dit, Flo, tu restes à la barre. Fanny, t'essayes de tout quitter, de tout enlever, en fait, ce qu'il y a qui peut prendre feu autour. On a ouvert le parc à batterie. Et en fait, ça a commencé à s'enflammer. En fait, il y a eu un court jus avec une vague. Donc là, on ramène, j'avais 4 extincteurs quand même. Sur les 4, impossible d'en actionner un. Ils ne marchaient pas. Mais tout ça, là, ça a pris 10 secondes, quoi. Enfin, vraiment, en 10 secondes seulement, il s'est passé tout ça. Heureusement, au bout de 5 secondes, il y a Flo qui me dit « Ok, c'est bon, celui-là, il va percuter, il va percuter !» Je dis « Vas-y, vas-y !» Du coup, il l'a mis sur toutes les batteries, toute la cabine arrière pour vraiment éteindre le... Il n'y avait pas de feu, mais c'était... en fait, ça fondait, donc ça faisait énormément de fumée. En gros, ce qui s'est passé, il y a eu une pagaie qui est en aluminium, qui est tombée avec une vague sur 2 fils électriques, un fil positif et un fil négatif. Et en fait, les deux, on peut pas les rejointer ensemble. Donc là, ça a fait contact et en fait, ça a flambé. Donc ça s'est mis à fondre en fait tous les câbles électriques. Moi, j'ai pas vu de flammes. Fanny, elle pense avoir vu des flammes. Il y a sûrement eu des flammes peut-être dans le parc batterie, effectivement. Donc voilà. Donc du coup, on a tout éteint. Mais là, on s'est retrouvés sans électricité, en pleine nuit, avec des vagues, à devoir continuer à barrer avec 35 nœuds de vent. On s'est dit, oh là là, bon. Donc là, tout le monde est resté calme. Bizarrement, tout le monde était un peu sous le choc, en fait, je pense. Mais on est quand même resté calme. Moi, entre-temps, j'avais quand même préparé le sac de survie avec des biscuits. J'avais pris tout ce que j'avais sous la main. J'avais pris du fromage. Enfin, j'avais pris vraiment tout ce que j'avais sous la main. Mais des trucs qui auraient jamais servi sur un radeau de survie. Mais je sais pas, je pense que sous le coup du truc, j'ai pris un sac. J'ai pris tout ce qu'il y avait de nourriture, d'eau et que je pouvais mettre dans un sac de survie, quoi. Donc c'était prêt au cas où quand même, mais je me suis dit, ça se trouve, le bateau, ça y est, il va couler, et en gros, on va devoir finir dans la survie, et le radeau de survie, et se faire secourir par les autorités, quoi. Donc je me suis dit, ok, bah là, c'est peut-être déjà la fin, en fait, du projet, après tant de travail et tout ça. Donc bon, un peu bizarre, donc là, on se couche un peu tous, en continuant à barrer, mais on se couche un peu tous sonnés. Et pour moi, je me suis dit, moi, en réfléchissant, en me couchant, je me suis dit, bon, je pense que demain, je vais leur proposer, s'ils veulent, de faire une escale, de retourner à terre, puisqu'il y en a peut-être, en fait, qui se sont fait une frayeur et qui veulent descendre, quoi, parce que moi, ça m'avait pas fait de frayeur, parce que j'ai tellement vécu l'instant présent que vraiment, je l'ai pas vécu comme une peur, juste comme un moment où il faut réagir, en fait, faut réagir vite, et c'est tout, et c'était normal, comme si ça suivait son cours, quoi. Mais bon... Vous étiez à quel niveau de votre parcours ? Bah là, on était encore dans le golfe de Gascogne, en fait. Nous, on a mis 16 jours à le faire, alors que bon, normalement, on le met en 5-6 jours. Nous, on a mis beaucoup de temps parce qu'on a eu que des dépressions, en fait. Donc, ça a été un peu compliqué. Donc là, je crois que c'était le 5e ou 6e jour en mer seulement. Et oui, et en fait, je me suis dit, bon, bah, demain, je leur pose la question parce que peut-être qu'il y en a, ça les a marqués, quoi. Hein. Et peut-être qu'il y en a qui veulent arrêter le projet et arrêter la traversée et descendre. Et en fait, le lendemain, trop bizarre. Enfin, moi, je m'attendais pas à ça vraiment, mais on s'est tous réveillés. Et en fait, tout le monde s'est mis à nettoyer le bateau, à enlever toute la poudre, parce que du coup, il y avait de la poudre partout dans le bateau. Donc tout le monde s'est mis à tout nettoyer, comme si la vie continuait. On en a reparlé un peu pour quand même évacuer un peu, parce que c'était quand même un petit stress, fallait qu'on en parle. Mais c'est même pas venu à l'idée de personne, en fait, de se dérouter et de retourner à terre, quoi. Donc je me suis dit, bon, bah, ok, bah déjà trop de chance d'avoir un équipage comme ça, et c'est là que je me suis dit, ok, bah là, ça c'est un équipage un très bon équipage, ça veut dire pour la traversée, parce que ça veut dire que c'est un équipage qui se soutient, qui reste ensemble, qui malgré les épreuves et les soucis reste quand même calme, prend des décisions, enfin voilà, je me suis dit, ok, bah pour moi qui suis une jeune capitaine, parce que là c'était la première fois que j'étais capitaine quand même, je me suis dit, bon, je pense que c'est très bien, c'est parfait d'avoir un équipage comme ça, parce qu'on était tous très complémentaires en fait, vraiment là pendant ce qui s'est passé, on a été... Pendant le départ de feu, on est restés vraiment complémentaires, chacun a eu son petit poste, chacun a fait ce qu'il devait faire, et ça s'est vraiment, du coup, très bien fini, je pense, grâce à ça. Donc vraiment, ça a été... Mais bon,
Du coup, voilà, les premières journées ont été quand même assez catastrophiques, on va dire. Et ensuite, pendant 16 jours, en fait, on a eu dépression sur dépression sur dépression. Donc ça voulait dire vent de face, donc ça voulait dire que moi on pouvait pas avancer en fait avec le bateau, parce que vu que c'est un vieux bateau, on a une quille longue, ça veut dire qu'on prend énormément les vagues, et dès qu'il y a des vagues en fait face à nous, le bateau il part au travers. Donc en fait on faisait des allers-retours. Sur le GPS on faisait des allers-retours. Mais on n'avançait pas, donc en fait on est resté coincé dans le golfe de Gascogne pendant très longtemps. Et quand il n'y avait pas de dépression, il y avait pétole, donc il n'y avait pas de vent. Donc on attendait. Je crois que la toute fin, là, au bout de la 3e dépression, je crois, on a attendu pendant 3 jours, je crois qu'on a eu pétole, pas de vent, on a attendu. Et dès que le vent remontait, c'était pour une nouvelle dépression. Donc vraiment, on commence à être très fatigué. Vraiment, vraiment fatigué. Et donc, on s'est dérouté. On a été à Lisbonne, à la base, on devait aller jusqu'aux îles Canaries, mais en fait, on était trop fatigués. Donc, on a fait un stop à Lisbonne. Et aussi parce qu'il y avait une grosse tempête qui arrivait. Donc là, on s'est dit, bon, on peut pas continuer comme ça. On s'arrête, quoi. Oui, parce que vous aviez plus d'électricité. Alors si, du coup, une fois qu'on a tout nettoyé, en fait, dans les batteries, on a pu réallumer l'élec. Ça a remarché. Je ne sais pas comment, mais ça a refonctionné. Ah ouais, vraiment coup de bol. On était trop contents. Donc si, on avait de nouveau de l'élec. Mais bon, fallait quand même faire quelques travaux supplémentaires parce qu'il y avait des fils qui avaient cramé et tout ça, quoi. Donc là, on s'est arrêté une semaine de plus à Lisbonne. Où on s'est fait encore une fois une petite frayeur au mouillage, donc c'est là où on jette l'ancre. Au moment de relever l'ancre pour aller se mettre à l'abri de la tempête dans une marina, l'ancre reste coincée sous une autre ancre, donc obligé de trouver heureusement on avait un des 2 Florian qui faisait de la plongée bouteille, qui avait déjà son équipement, il lui manquait juste la bouteille, donc on a réussi à trouver un pêcheur qui avait une bouteille qui nous l'a passée. Florian il a plongé pendant, je crois, 20 minutes. En fait, il arrivait pas à enlever la chaîne, pas à enlever l'ancre. Et je me suis dit, bon, au bout d'un moment, je lui ai dit, c'est pas grave, coupe tout. On perd la chaîne, on perd l'ancre. Il y en avait pour 1000 euros de chaîne et d'encre. Je me suis dit, là, de toute façon, on n'a pas le choix. Faut partir parce qu'il y avait la tempête qui arrivait, quoi. Donc, on n'avait pas le choix. Donc, il a enlevé, en fait, l'ancre. Il a réussi à remonter l'ancre. Et au moment où il a remonté l'ancre, je dis, vas-y, j'essaye quand même de remonter la chaîne, voir ce que ça donne. Et là, la chaîne, elle a remonté. Donc, on a pu tout récupérer. Donc, on était trop heureux. Et en fait, je pense que sous l'euphorie, on n'a pas regardé la météo. Et en fait, on est parti beaucoup trop tard. Et en fait, la tempête, elle arrivait. Et en fait, on est parti, je crois, avec 2 heures de retard. Mais c'était les 2 heures qu'il fallait pas. Donc au final, la nuit tombée. Les vagues ont commencé à monter beaucoup. Et en fait, nous, on devait arriver dans le chenal. Donc dans l'entrée du port de Lisbonne. Et en fait, la houle, elle a commencé à monter tellement haute. Elle était derrière nous. Et en fait, le bateau, il surfait sur les vagues. Mais le problème, c'est que si on prenait mal une vague, en fait, le bateau, il se retournait, quoi. Et le problème, c'est qu'il y avait les rochers qui étaient juste à côté. Et si on se prenait une vague, on termine dans les rochers, quoi. Et en plus de ça, il a commencé à faire nuit, évidemment, vu qu'on est parti trop tard. Il y a eu beaucoup de vent, mais vraiment des vagues. Je crois que c'était vraiment les vagues les plus hautes que j'ai vues depuis que je navigue, là. C'était vraiment les vagues les plus hautes que j'ai vues. Fifi était à la barre parce que vraiment c'était lui qui gérait la barre, il était trop fort là-dedans, il restait calme et tout. Moi j'étais sur le GPS en train de l'indiquer parce qu'on voyait rien du tout, il faisait nuit noire et il fallait trouver l'entrée de la marina. Donc moi j'étais en train de lui indiquer vraiment au millième près s'il fallait aller un peu plus à droite, un peu plus à gauche, donc un peu plus sur bâbord ou sur tribord et tout. Mais voilà, donc on restait super concentrés. Les 3 autres équipiers, ils étaient harnachés à l'extérieur du bateau, dans le cockpit. Ils bougeaient pas, mais vraiment, ils bougeaient pas. Et à chaque fois, il y avait une vague qui arrivait à l'arrière. Et là, le bateau, il partait comme ça. Et on faisait des surfs, mais énormes. Mais vraiment, il y a 1 ou 2 fois où le bateau, il a failli partir. Et heureusement, Philippe, il a géré, mais comme un maître. Et il a réussi à reprendre le bateau. Mais moi, une fois, je me suis retournée. J'ai vu la hauteur de la vague et j'ai dit, ok, je me retourne plus parce que sinon ça va me stresser et c'est foutu, quoi. Donc là pareil, on vit l'instant présent. Je crois qu'on peut pas stresser sur ces moments-là en fait, tellement on est dans l'instant présent, tellement là c'est notre vie qui est en jeu, quoi, complètement. Parce que là il faisait nuit noire, on avait plus d'élec parce qu'on sait pas pourquoi, il y avait un dysfonctionnement, ça marchait pas, enfin il y avait un bug. Du coup on s'est dit on peut pas appeler les secours, on peut rien faire. On s'est dit bon là vraiment faut rester concentré, quoi. On a réussi à arriver à la marina non bien sans mal. Et là, on est descendu on a posé le pied sur le ponton. Et moi, j'ai pris Fifi dans mes bras et j'ai pleuré, quoi. J'ai dit, franchement, là, c'est trop. C'est trop d'émotions d'un coup. Là, ça fait 3 semaines qu'on est parti et c'est trop fort, en fait. Je pensais pas que c'était autant d'émotions fortes tout le temps comme ça. C'était fatigant, en fait. Trop intense, en fait, pour moi. Et en fait, je lui ai dit, mais je sais pas si j'ai les épaules, en fait, pour ça. Je lui ai dit, si ça compte, si c'est ça d'être capitaine,
Si c'est tout le temps comme ça, je lui dis, en fait, je peux pas. C'est trop fort émotionnellement et c'est trop compliqué, quoi. Donc, on a tous, je pense, versé un peu notre petite larme. On a été se faire un bon resto après et boire beaucoup de bière pour essayer d'oublier un peu ce moment-là parce que quand même, là, on s'est fait vraiment une grosse frayeur. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était la plus grosse frayeur que je me suis fait en bateau, franchement. Donc voilà, donc quand même, petite remise en question à ce moment-là. Heureusement, après ça, tout s'est bien passé, mais voilà, quand même là, il y a eu un petit temps de remise en question. Donc après une semaine de repos, on est reparti en mer. Là, on a eu un super temps pour arriver jusqu'aux Canaries, donc c'était génial. Vraiment, je me suis dit, ok, ça va mieux. Il n'y a pas que du mauvais temps, ça fait du bien. Et on arrive aux Canaries, trop content d'arriver aux Canaries. Franchement, l'équipage, vraiment, mais génial. Un équipage, on était 5 à bord. Ça s'est tout le temps bien passé et tout. Forcément, il y a eu, on est resté quand même 5 mois ensemble, donc il y a eu quand même des fois des petits accrochages, mais vraiment, c'était quand même un super équipage au top. Tout le monde rigolait, tout le monde avait toujours la bonne humeur et tout, on se soutenait, c'était vraiment génial. Et arrivé aux Canaries, on jette l'ancre. J'avais un ami à moi, Nicolas, qui était avec lui qui était sur son bateau, qui lui navigue tout seul, qui était avec moi, qui était à côté au mouillage. On part visiter l'île. C'était la première journée, je crois. Ou deuxième journée. On part visiter l'île, et là, Nico qui m'appelle, qui me dit, Marie, ton bateau, il est en train de déraper. Donc, c'est-à-dire, il y avait du vent, et en fait, l'ancre, elle était pas bien crochetée dans le sable, et en fait, il était en train de partir au large, le bateau. Sauf qu'on était à l'autre bout de l'île, il y avait 2 heures de bus. Oh là là, je me dis, c'est pas possible, ça recommence, quoi. Donc, on prend un taxi en vitesse. Le taxi, il a roulé à 3 fois plus que la limitation. On est arrivé, je crois, en 50 minutes ou 40 minutes. Heureusement, Nicolas, il était sur place, donc il guettait le bateau au loin. Mais il était déjà parti super loin, le bateau. Je crois qu'il était à 3000, donc ça fait à 6 kilomètres, quoi. Il était déjà parti loin. Et en fait, il y avait une île qui était de l'autre côté. Donc, s'il continuait à déraper, en fait, il se scratchait, il atterrissait sur l'autre île, quoi. Donc ça pouvait être dangereux quand même. On pouvait perdre le bateau encore, et puis on avait toute notre vie dessus. À 5 personnes, ça faisait quand même mal. Donc on est parti avec le bateau de Nicolas. On est arrivé jusqu'à mon bateau. On a mis mon annexe à l'eau. On n'avait pas de moteur à ce moment-là, donc on a ramé dans les vagues et dans le vent pour arriver jusqu'au bateau. Et là, on est monté sur le bateau avec Philippe, et là, on s'est dit sauvé. On a remonté l'ancre, on est reparti au moteur, on a rejeté l'ancre et tout ça. Mais là, c'était, je crois, la fois de trop. Déjà, là, c'était très dur à Lisbonne. Vraiment, je me suis remise en question. Mais là, c'était encore la petite dernière goutte. Et là, j'ai dit, je peux pas. J'ai dit, franchement, je peux pas. C'est impossible, en fait, de continuer comme ça. Et en fait, il se passe tout le temps des émotions fortes. Et moi, j'arrive pas à gérer émotionnellement autant d'émotions fortes. J'avais jamais vécu des émotions aussi fortes, vraiment, de toute ma vie, quoi. Dans le voyage, c'est fort, les émotions. Mais là, c'était tellement fort pour notre vie personnelle, en fait, que j'arrivais pas à accumuler, en fait, à évacuer toute cette émotion forte de, en fait, on va peut-être mourir à chaque fois, quoi. Enfin, c'est... Puis il y a surtout, j'ai la vie d'autres gens entre mes mains. Il y en a que je connais, mais il y en a que je connais pas. Et en fait, je me disais, mais waouh, en fait, d'avoir cette vie-là dans mes mains, sur un bateau que je connais pas encore, que je sais pas encore trop bien naviguer. En fait, c'est trop dur d'être capitaine. Je pensais pas que c'était ça, quoi. Enfin, vraiment. Et là, heureusement, c'est Philippe et Fanny et les 2 flots qui m'ont vraiment reboosté et qui m'ont dit, non mais Marie, tu peux pas abandonner. On n'a pas fait tout ça pour rien et tout. Enfin, vraiment, ils m'ont soutenu, ils m'ont remonté le moral de ouf et ils m'ont dit, non mais tu peux pas continuer. Enfin, tu t'es obligé de continuer. En fait, on n'a pas fait tout ça pour rien. Même nous, on t'en voudrait, en fait, si t'arrêtes le projet maintenant, après tous les efforts qu'on a fait, tous les gens qui sont derrière, qui t'ont aidé et tout ça. Vraiment, tu peux pas, quoi. On compte sur toi, quoi. Et du coup, on a continué, on s'est dit au moins, on va jusqu'en Martinique, on fait la transat et après on voit. Donc on est parti pour la transat. Ça s'est trop bien passé la transat, vraiment c'était génial, il n'y a pas eu de gros temps, juste une fois, mais franchement ça allait, c'était des gros orages, mais il n'y a pas eu de gros temps, de dépression comme on a eu, on va dire, avant. Donc ça s'est vraiment bien passé, on a mis quand même 37 jours à traverser. Je crois qu'on a fait la traversée la plus longue de l'histoire en voilier. Parce qu'on est parti très tôt dans la saison, parce qu'il y avait Fanny qui avait son avion à prendre. Et cette année, en fait, ça a été le changement Niño-Niña, donc c'est des changements un peu de vent, qui arrivent toutes les 3 ou 4 ans, ça dépend. Mais là, du coup, c'était cette année, donc en fait, on a eu pendant, je crois, 12 jours de la pétole, donc pas de vent. Et vu que moi, je voulais pas mettre le moteur, parce que le moteur, il est d'origine, il a 60 ans, donc
concrètement, il est pas fait pour tourner tout le temps. J'ai un peu envie de le préserver et surtout, il consomme beaucoup de diesel. Donc, je fais attention à chaque heure qu'on utilise, quoi. Donc, on n'a pas fait de moteur. Donc, quand il y avait pétrole, on attendait, quoi. Donc, je crois que pendant un moment, on a eu 6 jours non-stop sans vent. Donc, pendant 6 jours, on est resté planté au milieu de l'Atlantique. À rien faire, à attendre. Alors au début c'était marrant, on se baignait et tout. Bon à la fin on n'en pouvait plus. Hein. Franchement, on devient fou. On devient fou en mer en fait quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a rien à faire. Mais vraiment on cogite trop. On sait plus quoi faire et tout. Donc on était trop contents quand le vent a repris. Mais quand le vent il a repris, il y avait tellement peu de vent qu'en fait on n'avançait pas quoi. Donc vraiment on a mis beaucoup de temps à traverser. Donc on a mis 37 jours. Quand on disait aux gens en Martinique, « Ah, on a mis 37 jours !» Ils disaient, « Quoi ? Vous avez mis 37 jours ?» On était, « Bah oui, on sait, mais bon, on n'avait pas trop le choix, quoi. On a fait avec les éléments, et voilà, de toute manière, c'était le jeu, en fait. C'est le jeu de la voile, et d'un côté, on a adoré vraiment que ça prenne 37 jours. On aurait préféré que ça prenne peut-être un peu moins, mais on n'a pas regretté, en tout cas, que ça prenne 37 jours, et on s'en est pas voulu. On se dit, c'est comme ça, c'est la météo, cette année, elle est comme ça, et voilà, en fait, on n'a pas le choix, quoi. Donc, ça s'est trop bien passé. Et ensuite, on a l'équipage qui est descendu et après, ça a continué dans les Antilles. Donc maintenant, ça fait un an qu'on navigue dans les Antilles avec des équipages différents, en fait. Le but vraiment de ce bateau, c'est que ce soit un peu un lieu de vie participatif où donc il y a différents équipages qui viennent, différents volontaires qui savent plus ou moins naviguer pour des missions de 1 mois ou plus. Et ensuite, on fait à chaque fois une escale sur une île. On fait les ateliers pour l'association, les découvertes un peu avec les locaux, avec les fermes locales et tout ça, pour essayer de découvrir un peu des recettes de faire soi-même, mais plutôt avec des produits locaux. Donc on fait vraiment plein de choses, tout le monde participe à tout dans le bateau, donc ça c'est génial, on fait tous un peu les travaux, sachant qu'il y a quand même tout le temps des travaux à faire sur un bateau, franchement faut pas se mentir, faut pas se leurrer, il y a toujours un truc à faire sur un bateau. Un bateau sans travaux, ça existe pas en fait, ou alors c'est qu'on se voile la face et voilà. Donc il y a toujours des travaux à faire sur le bateau, l'entretien du bateau. Mais voilà, en soi, à partir de là, en fait, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu d'autres grosses peurs, il n'y a pas eu d'autres gros moments vraiment. Il y en a toujours. En fait, il y en a toujours forcément, mais je pense que maintenant, je me suis habituée, en fait, à ces émotions. Et du coup, maintenant, je le prends beaucoup moins à cœur. Et j'arrive beaucoup plus à évacuer ce sentiment-là de peur, en fait, de pas être à la hauteur, tout simplement, quoi. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux. Les gros temps, pareil, au début, quand il y avait une dépression qui arrivait, je me disais, oh là là, combien de temps ça va durer, et tout ça, mais j'étais pas stressée, mais j'avais toujours une appréhension. Et maintenant, franchement, là, on est en Colombie en ce moment, on a passé Barranquilla, donc on appelle ça le petit Cap Horn des Antilles, donc il y a beaucoup de vagues, beaucoup de houle, et nous on est partis à la saison des ouragans, donc il y avait tous les soirs des orages. En fait, ça va, j'étais assez étonnée de moi, j'ai pas eu si peur que ça, j'étais plutôt en mode, bon, de toute façon, c'est là, on va les passer, et on est dedans, et on n'a pas le choix, et puis ça va le faire, en fait, maintenant, je sais comment réagir, le bateau, surtout maintenant, je pense que le bateau, je le connais très bien. Zia, elle m'a montré, en fait, ce qu'elle valait, et surtout, maintenant, je me verrai plus faire tout ce que j'ai refait avec un autre bateau, que Zia, parce que, en fait, ce bateau-là, il a certes 60 ans, mais c'est un bateau qui a été fait vraiment pour faire le tour du monde, pour aller dans les gros temps, les mers du Nord et tout ça. Donc en fait, c'est un bateau qui peut encaisser beaucoup de mauvais temps, beaucoup de houle, beaucoup de vent. Et donc c'est un bateau qui est très résistant, quoi. Il se couche jamais, enfin voilà, tout est surdimensionné sur le bateau, donc il y a jamais trop de casse par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où je me sens en fait en sécurité dans ce bateau, et les équipiers aussi, et en fait, il y a que ça qui compte pour moi, et ça déjà, je trouve, ça fait beaucoup dans les émotions fortes à gérer, quoi, on va dire et surtout dans un truc de capitaine, on va dire, d'avoir confiance dans son bateau, et déjà ça fait un gros boulot. Et ça fait combien de temps que vous êtes partis, du coup, le début de l'aventure avec Zia, c'était il y a combien de temps? Donc maintenant, ça va presque faire 1 an et demi. On est parti en septembre 2023. Ça fait 1 an et 4 mois, quoi. Ça fait pas si longtemps, mais il reste encore à peu près 2 ans d'aventure, avec une pause là quand même de 6 mois, puisque moi je rentre en France pour travailler un petit peu, parce que l'association ça me rémunère pas, c'est totalement bénévole, donc au bout d'un moment il faut quand même travailler, parce qu'un bateau ça coûte de l'argent. Donc je rentre en France pour travailler, et ensuite le but du jeu c'est vraiment de ramener Zia à La Rochelle
de boucler le tour de l'Atlantique, d'avoir découvert le plus de recettes possible, le plus de locaux vraiment qui ont des connaissances et essayer de sauvegarder un peu tout ça et de partager au plus grand nombre vraiment toutes les recettes qu'on peut trouver un peu partout, quoi. Et tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe quand tu es sur place du coup et que vous arrivez dans un port comment ça se passe concrètement quand tu arrives et que tu veux partager les recettes locales ou en apprendre Alors, en fait, déjà, faut savoir que c'est un peu compliqué parce que vu qu'on est en escale et qu'on n'a pas tout le temps Internet, déjà sur le bateau, on n'a pas Internet, c'est un peu compliqué de préparer en avance les escales. Autant à La Rochelle, c'était facile parce qu'on pouvait contacter par email les associations, les centres sociaux, les écoles, tout ça. Mais là, en fait, c'est des pays étrangers, donc on n'a pas les sites, on n'a pas les noms des assos, on n'a pas grand-chose. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, ok, on arrive. Donc on arrive dans une escale, on jette l'ancre, on se laisse une première semaine pour essayer de découvrir un peu l'île, parler avec les locaux et essayer qu'ils nous montrent un peu, d'avoir un peu des contacts sur l'île qui pourraient nous intéresser pour nous, l'association. Et ensuite, on se met à les contacter. On envoie des mails, on les appelle ou on va les voir directement. Alors, ça peut être des écoles, ça peut être les mairies, les centres sociaux, des associations aussi locales, par exemple de réinsertion, des associations de protection. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. Ça peut être des aquariums, ça peut être les marchés, souvent les places publiques avec les marchés. Nous, on adore aller là-bas parce qu'on peut toucher énormément de gens. Les réseaux un peu aussi alternatifs. Donc tout ça, on les contacte et on leur propose, on leur raconte un peu l'histoire de la sauce qu'on fait et on leur propose de faire un atelier découverte où en fait on a plein de recettes qui sont plastifiées, aussi bien en espagnol, en anglais qu'en français, avec vraiment les recettes de base de cosmétiques et de produits d'entretien, où les gens peuvent venir découvrir rien que comme ça les recettes, les prendre en photo, échanger avec nous, voilà, les partager et tout ça. Et après, on propose aussi aux gens de fabriquer, de repartir en fait avec un des produits qu'ils fabriquent pour ensuite le tester chez eux. Donc ça, c'est gratuit. Ça peut être du dentifrice, ça peut être de la lessive, du nettoyant désinfectant, de l'après-shampoing, du shampoing, enfin voilà, plein de choses différentes. Et les gens, voilà, le fabriquent, ils voient qu'en fait, ça prend pas du tout de temps. Parce que le but, c'est vraiment de démocratiser ça, c'est de montrer qu'en fait, c'est super simple à faire et ça prend pas de temps, quoi. Donc nous, c'est vraiment des recettes très, 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 très basiques, très, très simples, mais qui sont ultra efficaces. Et il y a vraiment que les produits de base qui servent et il n'y a pas besoin de plus, quoi. Donc voilà, donc ils fabriquent leurs petits produits, on rigole, on échange, et ensuite ils repartent avec. Et bon, après par contre, c'est un peu là, nous on n'a pas trop de suivi là-dessus malheureusement. En tout cas, à l'étranger, c'est un peu compliqué d'avoir un suivi parce qu'on peut pas récolter toutes les adresses mail, il n'y a pas vraiment de numéro de téléphone à chaque fois, les gens ils sont un peu plus évasifs, donc c'est malheureusement, à part compter le jour même le nombre de gens qui viennent à chaque atelier, on peut pas trop savoir le suivi si après ils continuent à faire ce produit-là ou pas. Mais par contre, via les réseaux sociaux, on a quand même souvent des retours de gens qui disent « Ah franchement, j'ai essayé, c'est super ». Ou même nous, quand on fait tester aux gens en direct, ils sont super contents de tester, quoi. Sachant qu'on fait aussi des ateliers pour les plaisanciers, donc sur les bateaux, parce que c'est un endroit on utilise des produits qui sont très polluants sur les bateaux. Et en plus de ça, tout va direct dans l'océan, donc c'est une catastrophe écologique. Donc on fait beaucoup d'ateliers avec les plaisanciers. Et là, les plaisanciers, ils sont très connectés, hein, mine de rien. Donc, on a des bons retours souvent sur les réseaux sociaux qui nous disent, on a essayé votre pierre d'argile pour l'anti-rouille et franchement, mais waouh, on pensait pas que ça allait marcher comme ça, quoi. Donc, on a pas mal de retours pour ça. Donc, ça, c'est vraiment, ça, c'est super cool. Comment on peut retrouver toutes ces recettes comment on peut y avoir accès? Donc en fait, toutes les recettes, elles sont déjà sur les réseaux sociaux, aussi bien Facebook que Instagram, au nom de l'association. Donc ça s'appelle Élémentaire Sail, donc élément-terre comme la planète Sail. Et après, on les a aussi sur le site internet de l'association. Mais là, j'avoue que ça fait très longtemps qu'on l'a pas remis à jour. C'est la mission des prochains bénévoles de remettre à jour le site internet. Donc voilà, donc il y a les recettes qui sont un peu en fixe comme ça. Et après, on fait aussi des tutos. Qu'on met sur les réseaux sociaux en réel. Donc il y a des réels en fait où on montre comment fabriquer les produits et comment l'utiliser facilement. Donc on les retrouve souvent là-dessus. C'est là où ça marche le mieux. Le site internet, on a moins de visites parce que ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas remis à jour. Trop bien. Et comment on te contacte si on veut devenir bénévole et venir sur Zia ?
on nous contacte sur les réseaux sociaux tout simplement, donc sur Facebook ou Instagram. Après, souvent, on met des posts en fait sur les pages de co-navigation qui existent sur Facebook. C'est là-dessus qu'on trouve le plus de bénévoles. Mais après, voilà, rien ne vous empêche d'envoyer en fait un message sur les réseaux, sachant qu'on a aussi une antenne rochelaise qui est restée à La Rochelle pour proposer les ateliers de faire soi-même. On a des gens qui sont encore à La Rochelle, qui nous aident, qui font les ateliers dans les écoles, dans des centres sociaux ou même dans des festivals l'été, donc c'est vraiment génial pour ça. Mais voilà, donc là après, on est quand même complet, on a beaucoup de demandes, je pensais pas. On a beaucoup de demandes d'ailleurs de femmes, puisque, en fait, on s'est rendu compte quand même que c'était un milieu très masculin, hein, la voile. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de capitaines femmes. Donc, il y a tout un petit réseau de capitaines maintenant. On se rend compte, comme ça, on est super heureuse de voir une fille sur un bateau et tout. Et surtout, dernièrement, moi, ça fait presque maintenant 9 mois que j'ai que des filles à bord. J'ai presque que des filles. Je pense que 95% des messages qu'on reçoit, c'est des filles qui veulent embarquer avec nous. Donc, à la base, c'est mixte, en fait, l'équipage, mais au final, moi, je me dis, si on peut promouvoir aussi la navigation au féminin, où il y a beaucoup de problèmes, où il y a beaucoup d'a priori, et où il y a beaucoup de filles qui n'osent pas se lancer, parce qu'effectivement, il y a plein d'histoires qu'on entend un peu spécifiques, tant mieux, en fait. Donc, le but, c'est vraiment Maintenant, on s'est mis aussi peut-être en tête de un peu promouvoir aussi la navigation au féminin, et de montrer que voilà, c'est pas parce qu'on est jeune, qu'on n'a pas trop d'argent et on n'a jamais été capitaine, qu'on peut pas acheter un bateau, le rénover et partir comme ça. Je pense que tout le monde peut se lancer, et d'autant plus des femmes en fait. Nous là, les équipages de femmes qu'on a eu à bord, ça s'est toujours trop bien passé. Au contraire, je trouve que c'est des équipages qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus réfléchis. Je trouve qu'on est moins dans c'est pas péjoratif, mais moins dans le m'as-tu vu toujours de vouloir dire moi ça je sais faire, moi ça je sais faire, ça j'ai déjà fait. Nous, pas du tout, on est en mode genre, bon, alors attends, ça on va voir, vas-y, on va demander de l'aide aux autres, on sait jamais, peut-être que les voisins, ils peuvent nous aider et tout. Et c'est super, puisque du coup, on a tout le temps de l'aide, un bateau de filles, ça a tout le temps de l'aide, donc ça, franchement, on va pas s'en plaindre, c'est génial pour ça. Mais en tout cas, voilà, c'est cool si on peut promouvoir un peu la navigation au féminin, vraiment, et de montrer que, ouais, ça existe des bateaux avec que des filles, et on s'en sort très bien. Tant mieux, voilà, vraiment, c'est tout aussi bien. Tu disais au début que tu étais partie faire des volontariats, notamment sur le sujet de l'eau. Ça m'a fait sourire qu'ensuite tu embarques sur un voilier et que ce soit complètement ton projet et ce qui t'anime. Est-ce que tu fais un lien du coup en quoi l'eau, elle t'est chère ou précieuse Voilà, quel est le lien entre ces deux expériences? En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de lien. S'il y a un lien. En fait, au début, quand j'étais au Costa Rica dans cette association de préservation de l'eau, c'était pour l'eau potable. En fait, c'était puisque l'eau là-bas, elle est très polluée par les produits phytosanitaires qu'on utilise, et du coup, les gens, ils ont presque plus d'eau en fait dans les nappes phréatiques sont ultra polluées. Donc, c'était plutôt une association pour ça. Mais en fait, je me suis rendu compte de la richesse de l'eau, et surtout, je me suis rendu compte de nous en France. Concrètement, de la chance qu'on a déjà d'avoir encore de l'eau qu'on peut boire au robinet. Parce qu'en Amérique latine, en fait, l'eau du robinet, elle est plus du tout potable. Elle est ultra polluée. C'est une catastrophe. Et en France, ça commence à arriver. C'est déjà arrivé depuis quelques temps, mais peut-être moins, je pense, qu'en Amérique latine. Donc déjà, là, il y a une petite conscience. Et puis, alors, moi, j'ai toujours eu cette conscience écologique de pas gaspiller l'eau, je pense, grâce à mes parents. Donc déjà, là-dessus, j'avais un peu de sentiment il faut préserver l'eau. Et moi, après, à La Rochelle, vu qu'on est entouré de l'océan, enfin, de la mer, c'est vrai qu'on voit aussi la pollution plastique énormément à La Rochelle de plus en plus. Et je faisais des petits actes comme ça à La Rochelle, mais c'est vrai que c'était pas très développé, on va dire. Mais là, avec l'asso, maintenant, en fait, on prend conscience, d'autant plus quand on est sur un bateau, que l'eau, que ce soit de l'eau salée ou de l'eau douce, c'est tellement important pour notre vie à nous, mais aussi pour tout l'écosystème et pour tout ce qui nous entoure, en fait, tout l'univers, en fait, qui nous entoure, qu'on est obligé de la protéger, quoi. Enfin, nous, quand on est en mer, quand on était en plein milieu de l'Atlantique et qu'on a vu des marées de plastique flotter alors qu'on était au milieu de nulle part, on était à 2 semaines de la première île, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Pourquoi on a fait ça et comment on en est arrivé là, surtout, quoi? Et quand est-ce qu'au bout d'un moment, on va prendre conscience qu'on peut pas continuer à consommer autant et à utiliser autant de plastique, en fait, et surtout à rien faire après. Le recyclage, c'est très bien, c'est très beau, mais c'est pas une solution en soi-même. La solution, pour moi, en tout cas personnellement, que je trouve moi, c'est de moins consommer de plastique au départ, en fait. Et là, quand on voyait on en voit tout le temps des déchets, en fait, en mer, et en fait, au bout d'un moment, pour nous, la mer, ça devient quelque chose de super important, ça devient un peu c'est une évasion, enfin, concrètement, de faire du bateau, c'est une évasion, c'est pouvoir partir voyager dans sa tête intérieurement.
et de voir des étendues de bleu comme ça, et quand on voit des plastiques dessus, en fait, en fait, ça nous fait revenir à la réalité de se dire, bon, en fait, le monde va mal, quoi. En fait, il n'y a pas tout qui est tout beau, qui est tout rose sur un bateau, c'est super, on navigue, non, en fait, il y a aussi nous qui rejetons beaucoup de plastique, qui faisons plein de bêtises et qui continuons à polluer cette planète qui nous abrite, quoi. Donc ça fait un peu, ça fait un peu de mal. Moi, personnellement, en tout cas, ça me fait un peu de mal j'avoue, je me sens pas bien à des moments à cause de ça, quoi, parce que je me dis, qu'est-ce que je peux faire de plus, en fait? Moi, je suis là toute seule, on essaye avec tous les volontaires de faire des choses, mais c'est pas ça qui va changer le monde, concrètement, on le sait, en fait, mais du coup, moi, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire de plus, quoi? Mais on a toujours envie de faire plus, mais c'est compliqué quand on est tout seul, on a l'impression qu'on est seul à lever les bras, quoi, donc, on n'est pas seul à lever les bras, mais c'est vrai que c'est compliqué de vouloir changer ça tout seul, quoi. Bien sûr, mais ça a quand même un impact parce que d'un côté, toutes les personnes que tu fais venir sur ton bateau, tu sèmes des graines en eux et les gens qui vous croisent et ça montre un champ des possibles aussi. Oui, voilà, c'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on se dit, et puis effectivement, on a eu beaucoup de gens qui sont... Enfin, nous, le bateau, c'est vraiment... je dirais pas que c'est à l'ancienne, mais c'est un vieux gréement, on n'a pas beaucoup d'électronique, on navigue beaucoup quand même à l'ancienne. Bon, on n'est pas au sextant, le sextant, c'est les anciens mécanismes pour naviguer, on a quand même un GPS, mais ça reste très basique. On n'a pas de choses très récentes, pas de désalinisateur, donc l'eau douce, faut y faire super attention. On se lave à l'eau salée, la vaisselle c'est à l'eau salée. Enfin voilà, on fait super attention à ça. Et du coup, déjà les gens qui viennent à bord, qui ont pas forcément, qui ont forcément une petite conscience là-dessus, mais pas très développée. Quand on sort de un mois d'IA, on est obligé d'avoir une conscience développée et on se rend compte de la valeur de l'eau douce. On se dit mais waouh, faut la garder, quoi, parce que c'est pareil quand il y a des îles sur lesquelles on est arrivé où l'eau elle est pas potable. Et du coup, sauf que nous en fait sur le bateau on dépend de l'eau potable des autres îles. Donc ça nous est arrivé une ou deux fois, on est arrivé sur une île, il n'y avait pas d'eau potable et on s'est dit comment déjà les gens y font et comment nous on fait. Et là on s'est dit là faut réfléchir à des solutions un peu concrètes sur le bateau. Donc c'est comme un peu un microcosme le bateau, je dirais, parce que là par exemple il n'y avait pas d'eau, donc on s'est dit ok comment on fait, et c'est un peu genre une petite ville, une petite communauté sur le bateau. Donc on s'est dit faut qu'on récupère l'eau de pluie, donc on s'est mis à fabriquer un récupérateur d'eau de pluie, après à le stocker dans des bidons et tout ça. Pareil pour la nourriture, on essaye de toujours acheter. Ici c'est bien parce qu'en Amérique latine on peut beaucoup acheter en vrac, donc ça c'est super cool. Mais il y a toujours un peu de plastique et moi ça me fait mal au cœur de jeter du plastique sur des îles sur lesquelles on vient, qui nous accueillent, et de leur balancer mes déchets. En fait, ça me fait trop mal au cœur, j'accepte pas, quoi. Donc on essaye au maximum de réduire et tout, mais sur un bateau, c'est super compliqué aussi. Au niveau de la nourriture, je dirais, de réduire les déchets. En fait, c'est quand même pas facile, quoi. Et là, on se rend compte de toute la complexité que l'État a, concrètement, dans chaque pays, à recycler, à faire en sorte qu'il n'y ait pas du plastique partout. Parce que rien que nous, sur le bateau, c'est compliqué, en fait. Parce que du coup, c'est comme si c'était une petite ville et qu'on doit faire la gestion des déchets sur l'île, quoi. Sur notre bateau, donc c'est un peu... Surtout quand vous êtes en mer, les déchets, vous les gardez. Donc, on est obligé de réaliser à quel point on consomme et à quel point on accumule des déchets, du plastique, etc. Et qu'il faut garder pendant 37 jours sur le bateau. Ah ouais, exactement, ouais, ça fait réfléchir beaucoup en 37 jours à 5, combien de sacs de plastique, de déchets on fait, ouais, ça fait beaucoup réfléchir. Et puis on se rend compte de l'énormité du truc, quoi, enfin... Ouais, que c'est énorme, en fait, rien qu'à 5 sur 37 jours, je crois qu'on avait 2 sacs poubelles pleins, on s'est dit, même 3 sacs poubelles, on s'est dit, là, waouh, en 37 jours, à 5, qu'est-ce que ça représente dans la Terre entière, quoi. En fait, on peut pas être parfait, quoi, c'est le truc aussi que j'ai eu du mal un peu à me dire, c'est que on peut pas être 100% écolo partout, en fait, c'est trop compliqué d'avoir un combat sur l'écologie à 100%. En fait, c'est pas possible, parce que sinon, en fait, on vit plus. Et je pense que pour moi, du coup, c'est des petits combats que chacun mène personnellement, des combats qui lui tiennent plus à cœur ou non. Par exemple, il y a des gens, ça va être de pas prendre l'avion, il y a d'autres gens, ça va être de faire du 100% zéro déchet, il y a d'autres gens, ça va être de faire que du vélo. Je pense que du coup, c'est vraiment des petits combats qu'on mène, chacun personnellement. Mais sur le bateau, il y en a plein à mener. Aussi bien sur les déchets que sur du coup l'essence, que sur les produits qu'on utilise surtout. Et au bout d'un moment, en fait, c'est... Au début, je voulais faire vraiment 100% sans moteur, mais en fait, c'est pas possible. On se rend compte que sinon, il y a des moments où on peut atterrir sur les rochers, ou il y a des moments où ça peut être dangereux. Donc, forcément, on est obligé de faire du moteur. Et quand on achète des produits pour manger, c'est pareil. Des fois, forcément, on n'arrivera jamais à trouver des trucs sans plastique. Donc, faut un peu rogner ça à des moments et faire des choix, on va dire, là-dessus, quoi.
Et une dernière question. À ton avis, pourquoi est-ce que tu aimes autant naviguer et quelles émotions te procure la navigation? Je saurais pas vraiment le décrire. Je pense que c'est juste en fait le fait d'être dans mon chez-moi. En fait, du coup, maintenant de pouvoir continuer à faire quelque chose déjà maintenant qui me tient à cœur, d'avoir un projet. En fait, je pense que c'est un ensemble. Je pense que c'est le fait d'avoir... Je pense que vraiment, si je devais juste faire du bateau sans lasso, ça me plairait pas. Mais ça t'a plu au début? Oui, ça m'a plu au début, mais parce que j'étais encore dans ce projet de voyage et de découverte. Que maintenant, en fait, j'ai plus envie de ça. Enfin, je pense que maintenant, j'ai besoin de plus. En fait, j'ai besoin d'un truc qui m'occupe. J'ai besoin d'un projet qui me tienne à cœur et qui a un impact. Et là, par exemple, quand on fait des escales, si des fois, il y a vraiment des escales où on a très peu de choses à faire avec l'association parce qu'il y a très peu de gens qui répondent positivement à ça et tout. Et moi, juste visiter maintenant des endroits, bah, j'avoue que ça m'intéresse plus, en fait. Enfin, je m'ennuie vite. Et je trouve qu'il y a plus de sens à ça, en fait. Et donc, ouais, je pense que c'est un tout, le fait de pouvoir naviguer avec l'association et du coup, en fait, de pouvoir mettre en avant et surtout de pouvoir mettre comment on dit, en marche ce qu'on essaye de faire avec l'asso dans le bateau, de pouvoir le tester, de pouvoir le faire et de voir que ça marche sur le bateau, en fait. Bah, je pense que c'est ça le plus juste, en fait, le plus beau. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me plaît le plus, en fait, c'est que c'est un peu comme un laboratoire flottant, quoi. Donc, en fait, ça nous permet de tester des choses, de découvrir des choses, tout en étant à l'autre bout du monde, mais en même temps en ayant son chez-soi, et donc en ayant toujours un point de retour, en fait, dans son bateau, puisque c'est notre maison, quoi. Je pense que c'est ça, moi, qui me plaît le plus. Et par contre, quand on est en mer, c'est cette sensation de se sentir tout petit, moi, je pense. De se sentir tout petit, de se dire waouh, d'immensité, de se dire waouh, je suis là et je suis au milieu de l'océan et je navigue grâce à des gens qui sont sur un bateau qu'on a rénové, grâce à toutes ces petites mains en fait qui sont venues nous aider. Je pense que je suis admirative en fait quand je suis en mer de tout le chemin accompli et de toutes les émotions que ça procure d'être en mer, tout simplement, ouais, de se rendre compte de l'immensité du monde et de l'immensité de l'océan, quoi. C'est impressionnant de voir tout ça, je trouve. C'est puissant, c'est vrai. Et est-ce que tu voudrais partager une dernière chose pour clôturer ce podcast? Bah, je sais pas trop, mais peut-être de motiver chaque personne à oser se lancer, en fait, je pense, si on a une petite graine qui germe dans la tête, bah, peut-être pas hésiter à se lancer, en fait, juste avec, je pense, l'envie, une envie très forte. Je pense qu'on peut réussir à faire des gros projets, pas forcément seul, du coup, qu'il y ait d'autres gens qui viennent se greffer autour au fur et à mesure, et en fait, à la fin, que ça crée une famille, vraiment d'amis qui sont là et qui sont là pour essayer d'avoir un projet commun pour du meilleur, en fait. Je pense je pense qu'il y a plein de petites initiatives maintenant locales qui existent aussi bien en France qu'à l'étranger qui se développent, et je pense qu'en fait ça tient qu'à nous d'essayer de se renseigner un peu sur ces petites initiatives qui existent et de se greffer à une par-ci, une par-là, et une qui nous plaît, qui nous tient à cœur. Ça prend pas beaucoup de temps au final, mais en fait c'est tellement intérieurement, c'est tellement valorisant et ça nous fait tellement du bien que je pense que ça peut être c'est une bonne chose d'arriver à oser se lancer, on va dire. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ton partage, pour ce témoignage, c'est trop chouette. Et Merci à j'espère toi. que ça va motiver, comme tu dis, des auditeurs à se lancer dans leurs projets, leurs rêves. Mais merci beaucoup, c'était trop trop chouette. Merci à toi, c'était vraiment génial de pouvoir faire d'autres podcasts, puisqu'on a déjà nos podcasts nous aussi, où on raconte nos aventures à mer. Bah si tu veux donner le nom. Voilà, donc en fait ça s'appelle Les Aventures de Zia. Zia, c'est le nom du bateau. Et on est sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, voilà. On raconte un peu toutes nos aventures à mer, avec les équipiers aussi, parce que là je suis toute seule, mais normalement je suis entourée d'autres personnes. Je ne suis pas seule pour faire tout ce projet. Heureusement qu'il y a les autres personnes, du coup voilà, on les entend dans les autres podcasts. Trop bien. Et pourquoi Zia? Zia, puisqu'en fait, moi, l'Amérique latine, j'ai toujours eu envie d'y aller parce que quand j'étais petite, il y avait un dessin animé qui s'appelait Les Mystérieuses Cités d'Or. Et j'ai toujours regardé ce dessin animé. Esteban Zia. Voilà. Et en fait, Zia, c'est un peu pour moi, la fille qui représente les traditions, le fait de sauvegarder un peu cette culture ancienne et de sauvegarder un peu les savoir-faire. Et je trouvais que ça représentait bien, en fait, déjà par là où on allait aller. Et puis le bateau, en fait, qui est un peu un regroupement de savoir-faire et de traditions. Donc je me suis dit que ça allait bien. Ça a sonné tout de suite juste dans ma tête. J'adore, j'adore.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez poser une question à mon invité du jour et découvrir sa réponse dans le prochain épisode, je vous invite à me retrouver sur Instagram, sur le compte Instanté Podcast. Vous y trouverez plein d'informations complémentaires à l'épisode, telles que des photos de cette aventure ou des mini-reportages sur les sujets qui sont évoqués. Et en attendant le prochain récit à la voile, laissez-moi un commentaire ou une note pour soutenir le podcast. À bientôt!